Passer à la dernière partie de la journée. Et avant qu'on fasse la prière silencieuse, je vais juste rappeler les thèmes que nous avons vus ce matin et cet après-midi. On a vu qu'il y avait une citation qu'on utilisait beaucoup dans l'adventisme et qu'en décortiquant cette citation, on ne pouvait plus l'appliquer de la façon dont on le lisait avant. Avec Jean-Marie, on a repris les organes et pour bien comprendre comment la politique fonctionne aux États-Unis et les différents partisans, en tout cas les acteurs pour mettre en place la loi du dimanche. On entame la dernière partie. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi pour une prière silencieuse. Amen. Alors, je vais remettre le diaporama qu'on avait ce matin. Et là, nous étions arrêtés. Est-ce que vous voyez le diaporama ? Voilà. OK. Donc, on a vu qu'à partir du moment où Barack Obama est rentré au gouvernement, la première chose qu'il a mis en place, c'est la règle de Mexico. On a vu que cette règle de Mexico, elle était chère au Parti républicain, puisqu'on utilisait l'argent public pour aider à l'avortement. Et que lui, dans un souci de justement préserver la liberté de tous, avait arrêté cette loi 2 jours après qu'il soit arrivé au pouvoir. On a vu qu'il a mis en place l'Obamacare avec deux actions qui étaient, un, pour aider les personnes qui étaient en situation de pauvreté et les autres parce qu'ils étaient âgés et qu'ils n'avaient pas les ressources suffisantes pour pouvoir se payer des soins. C'était ce que je ne vous ai pas dit ce matin, c'est que la réforme a été financée par la baisse des dépenses de soins et la hausse du taux d'imposition pour les revenus de plus de $250 000 par mois. Donc cette hausse d'imposition, elle est passée de 35 à 39,6%. Et donc là, on voit encore une taxation pour pouvoir financer un projet qu'on va dire social, entre guillemets, et que ça n'a pas plu au Parti républicain. Et que ça a été difficile pour lui de mettre en place cette loi parce qu'il a fait face à la résistance du Parti conservateur. Ils ont essayé plusieurs fois d'avoir recours pour faire défaire la loi pour cause d'anticonstitutionnalité. Il y a un sénateur conservateur qui a même réussi à obtenir du président Obama que les fonds publics ne soient pas destinés à l'avortement dans son État. Donc on voit bien que c'était à partir du moment où on fait intervenir des taxes et on fait intervenir de l'argent public, ça pose un souci pour la droite républicaine. Et pas que pour la droite républicaine, parce qu'on va voir que ça va faire intervenir d'autres intervenants. Je vous en parlerai tout de suite. Le dernier point que je voudrais... Donc on a vu aussi que pendant son mandat, il a mis en place le mariage pour tous. On est revenu sur le 14e amendement et on a vu que par la séparation de l'Église et de l'État,
et qui vient de la Constitution, il était normal, et un des juges conservateurs a mis son accord pour pouvoir, non pas sur des questions religieuses, mais sur des questions d'égalité, mettre en place la loi pour la légalisation du mariage pour tous. Et le dernier point, alors Barack Obama a fait plein d'autres choses, hein. Je me suis concentrée sur ces points parce que ça touchait essentiellement, ça a fait énormément réagir la droite républicaine. Et donc, il y a eu une contre-attaque. Le point que je veux voir avec vous, c'est l'environnement. Dans sa logique donc, de défense de l'environnement, Barack Obama va se retrouver dans une phase de lutte contre le réchauffement climatique. Et lui, il est à la tête du pays le plus gros pays émetteur de gaz à effet de serre avant la Chine. Donc, il va avoir pour projet de vouloir justement réduire ce gaz à effet de serre. Et il va décider de mettre en place une loi pour pouvoir le faire. Il a essayé de mettre en place une taxe qui aurait été payable à partir de 2012 et qui aurait généré d'ici 2019 646 milliards de dollars de recettes fiscales. Et parce qu'il n'a pas eu la majorité au Sénat, qui a été réticent sur cette taxe, ils ont refusé de financer cette taxe parce qu'ils étaient soucieux de préserver l'industrie américaine. Et donc cette taxe n'a pas pu être appliquée. Il a reçu, venant de la part de ses détracteurs, de nombreuses accusations qui l'ont accusé donc, de sacrifier la prospérité du pays sur l'autel de l'écologie. Donc, quand il essaye de mettre en place, quand Barack Obama arrive au pouvoir et qu'il essaye de mettre en place, qu'il met en place ces différentes lois, il arrive dans un contexte où, sur le plan démographique, les États-Unis et sur le plan religieux n'ont rien à voir avec les États-Unis d'avant. Et il y a un changement générationnel. Il y a ce qu'on appelle la génération Y. Alors, donc la génération Y, je vais utiliser en dessous, c'est pas grave. La génération Y, ce sont ceux qui sont nés dans les années 80-2000. D'accord ? Vous ne voyez pas ? Alors, attendez, je vais tourner. OK. Donc, ils sont nés donc 1980 aux années 2000. Ils vont rejoindre la génération des baby-boomers. Donc, les baby-boomers, c'est ceux qui sont nés après la guerre, après 1945. 1945-64. Voilà. Ces deux générations, en fait, vont se rencontrer pendant la génération de Barack Obama. Et ça va faire une grande génération d'adultes qui vit au pays. Donc, ça veut dire une plus grande génération d'électeurs éligibles. Mais ce n'est pas tout. Il va y avoir une diversité qui va être croissante dans le pays, qui devient de plus en plus évidente. En 2013, pour la première fois, la majorité des nouveau-nés aux États-Unis appartenaient à des minorités raciales ou ethniques. Et la même année, il y a eu un record, c'est 12% des jeunes mariés ont épousé une personne d'une autre race. Et donc, la même année, on va avoir à la fois des nouveau-nés qui appartiennent à des minorités et à la fois des personnes qui vont se marier avec des personnes d'autres couleurs. Et ça va poser un problème pour une partie des Américains, parce qu'il y a toujours ce courant qui intervient dans la droite et dans l'extrême droite, surtout, d'un remplacement de la population. Et il faut se mettre dans la tête de l'Américain type. Il est blanc et
de voir une génération qui se marie, qui se mélange, en fait, ça devient un problème. L'électorat de novembre 2012 va être le plus diversifié sur le plan racial et ethnique. Et près d'un électeur sur 3 est hispanique ou noir, asiatique, donc issu d'une minorité raciale ou ethnique, ce qui représente une augmentation depuis 2008. La forte croissance du nombre d'électeurs hispaniques, et en particulier les jeunes qui sont nés aux États-Unis, est à l'origine d'une grande partie de ce changement. Et pour la première fois, la part des hispaniques dans l'électorat est désormais équivalente à celle des noirs. L'immigration clandestine aussi est un problème pendant la période du mandat d'Obama. Ça va être même un problème dans la campagne à sa succession. Et pour la première fois depuis les années 40, les Mexicains, le nombre de Mexicains légaux ou non rentrés au Mexique depuis les États-Unis est supérieur au nombre d'immigrés entrés. Donc on voit que la notion de race va être, non seulement c'est un président noir, mais quand on arrive dans cette période, la notion de ce qui va être un problème aux États-Unis, ça va être la notion on va dire, de mixité, on va le dire. La notion de mixité. Voilà. Il va faire autre chose, Barack Obama. Il va, durant son mandat, il va avoir l'opportunité de changer des juges de la Cour suprême. Et quand il va le faire avec 2 femmes. Je vais essayer de retrouver le nom. Alors, si on peut remettre le diaporama pour qu'on puisse voir. Il va mettre en place 2 femmes qui vont être les deux, là on le voit, 2 femmes, ça va être Sonia Sotomayor, qui va remplacer le juge David Souter, qui est parti à la retraite, et elle est d'origine hispanique. D'accord ? C'est la première fois qu'une personne d'origine hispanique va arriver à un tel poste. Non. Et je vais le mettre, alors, pour que vous puissiez la voir. Donc, il y a Sonia Sotomayor et Elena Kagan, qui a des origines juives. D'accord ? Même si elle n'est pas pratiquante. Et donc, ce sera les membres de la Cour suprême, les juges, sont nommés à vie. Et donc là, on a une composition de 3 femmes. Les 3 femmes vont faire partie du Parti démocrate. Il y en a une qui est d'origine américaine. Les 2 autres sont d'origine, on va dire, étrangère, si je peux utiliser ce terme, même si elles sont américaines, mais de nationalités différentes. Et donc, du coup, ça aussi, ça va poser un problème parce que avant, il n'y avait qu'une seule femme qui avait été nommée par un démocrate. Et hormis une personne de couleur, c'était essentiellement des juges très âgés et tous blancs. Et là, il va faire rentrer des personnes plutôt jeunes, des femmes et d'origine ethnique. Donc on voit que en sachant qu'ils sont nommés à vie, il va y avoir une réaction sur la partie, sur le plan républicain. Alors attendez, je vais remettre. Tac. Donc voilà les points que je voulais amener avant que je parle de Mitch McConnell. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il y a la génération Z qui intervient donc après les années 2000. Il faut savoir que comme Barack Obama est arrivé en 2008, il est vraiment dans cette période où la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'année 2000. Et donc la génération Z, ce sont les personnes... Dans cette génération, les personnes vont déclarer fréquenter une église ou avoir une affiliation religieuse, croire en Dieu, prier et lire va diminuer depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et la croyance des Américains devient plutôt post-chrétienne, simultanément où l'identité religieuse, elle change. Et selon un institut qui s'appelle l'Institut Barna, aux États-Unis, la génération Z,
donc ces personnes qui sont nées entre 1999 et 2015, seraient la première génération véritablement post-chrétienne. Plus que toute autre génération avant eux, la génération Z ne revendique aucune identité religieuse. Ils pourraient être attirés par des choses spirituelles, mais avec un point de départ qui va être très différent des générations précédentes. Pour beaucoup, elles ont reçu une éducation de base sur la Bible et sur le christianisme, mais elles ne vont pas s'identifier, elles ne vont pas s'attacher à la religion. Et donc, on voit qu'il y a une baisse du christianisme au sein de cette génération qui ne s'attache pas à une religion bien particulière. Donc, il y a une vague de changement démographique aux États-Unis qui touche les deux partis, mais de façon totalement différente. Les démocrates deviennent moins blancs, moins religieux, mais par contre plus instruits, à un rythme plus rapide que celui des républicains qui, eux, vieillissent plus vite dans l'ensemble du pays. Donc on voit un déséquilibre dans les deux générations. Il y a une génération qui est beaucoup plus, sur les démocrates, plus jeune, mais plus racisée, si je peux utiliser le terme, et beaucoup plus instruite. Et dans le camp des républicains, on va avoir une population plus blanche, plus vieillissante par contre. L'éducation en particulier est devenue une ligne de démarcation importante ces dernières années parce que les diplômés de l'enseignement supérieur étant plus susceptibles de s'identifier aux démocrates et à ceux qui n'ont pas de diplôme supérieur sont susceptibles de s'identifier aux républicains. Alors ça a quand même son importance parce que derrière on voit que l'étude note que ceux qui vont faire partie du camp républicain vont être peut-être moins instruits. Et donc l'instruction, l'ignorance de certains domaines va faire en sorte qu'ils vont être plus à même de pouvoir écouter et être attentifs aux fausses informations. D'accord ? Et ça, on va revenir sur comment dirais-je, quand on va parler de Donald Trump. Alors, il va y avoir des réactions quand Obama va mettre en place ces différentes mesures. Il va y avoir des réactions. Et la première réaction dont je voudrais vous parler, c'est une réaction qui va se mettre en place par des manifestants. Et ça s'appelle les Freedom Works. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le Freedom Works, les Freedom Works. Voilà. Alors, des dizaines de milliers de manifestants ont voulu dénoncer l'Obamacare et l'avortement et l'administration démocrate. Ils vont aller un samedi après l'élection de Barack Obama et ils vont se concentrer à Washington. Il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont venir de tous les États-Unis et qui vont marcher à la Maison-Blanche, au Capitole, et ce qui est le siège des deux représentants du Parlement américain pour dénoncer tous les projets présidentiels et en premier lieu celui de la réforme du système de santé. Donc les Freedom Works, ils vont vouloir tout de suite mettre une contre-attaque contre la réforme de santé. Et parmi les manifestants, on va voir certains qui vont accuser l'administration démocrate de conduire le pays vers le socialisme, et de revenir vers son ancien ennemi, l'URSS. La manifestation des Freedom Works, c'est un mouvement qui va réclamer une baisse de la fiscalité, moins d'État et plus de liberté économique. Donc, donc là, ils vont demander moins de taxes, moins d'État. Et le troisième point, plus de liberté économique. Ils veulent plus de liberté économique. OK ? Et on a étudié notamment le libertarianisme et on a vu que, en fait,
c'est des notions qui sont importantes au sein de la droite. Ils veulent un petit gouvernement, les libertariens aussi. Ils veulent pas qu'on finance qu'on utilise l'argent public pour quoi que ce soit au niveau de l'État. Ils veulent un petit gouvernement, donc moins d'État, et ils veulent faire ce qu'ils veulent, donc moins d'intervention de l'État en ce qui concerne l'économie. Et en fait, c'est un homme qui s'appelle Richard K. Armey, un ancien professeur d'économie qui est chef de file des Républicains à la Chambre des représentants, qui va être l'auteur de cette organisation et qui va, lui, gérer les Freedom Works. Et il va s'associer avec d'autres organisations pour mener à bien l'opération, notamment le Tea Party Patriot. Donc ça, c'est l'une des premières réactions qu'on va voir par rapport à Obama. Il y a Mitch McConnell que je vous ai mis en photo, voilà, qui est un sénateur. Quand Barack Obama va arriver au pouvoir en 2009, Mitch McConnell est au Sénat et avec un autre qui est à la Chambre des représentants, ils vont s'entendre tous les deux pour s'opposer frontalement au nouveau président démocrate. Mitch McConnell va estimer que les républicains n'ont rien à gagner d'une coopération avec le président, alors que les démocrates sont majoritaires au Sénat. Et durant les 2 premières années du mandat d'Obama, le président et le Congrès démocrate vont adopter de nombreuses réformes, donc l'Obamacare, le plan de relance, la réforme de Wall Street, auxquelles vont s'opposer systématiquement McConnell. Et dans son opposition systématique, il aide à rendre ces réformes impopulaires. Tout ce que Barack Obama va faire, comme il va s'opposer systématiquement à ces réformes, ça va rendre les réformes impopulaires. Il va être parfois critiqué par une partie du Tea Party pour ne pas assez faire contre le président démocrate, et il va négocier parfois avec les démocrates sur des questions budgétaires, notamment sur la crise de 2013. Donc, bien qu'il soit en minorité, McConnell va utiliser des moyens d'obstruction parlementaire, en anglais c'est ce qu'on appelle le filibuster, à sa disposition pour retarder les nominations de juges par Barack Obama, y compris pour des juges qui sont finalement confirmés à l'unanimité au Sénat. Et la minorité peut faire donc durer les débats avant que le vote ne soit finalement organisé. Et la même technique, donc il va faire perdre du temps pour que Barack Obama n'ait pas la possibilité de nommer des juges. Et donc, la même technique va être utilisée par McConnell contre certaines nominations au sein de l'administration. Et du coup, ça va provoquer de nombreuses vacances au sein de l'administration et des cours de justice fédérales américaines. En réponse à ces blocages, le chef du groupe, du département, va choisir de mettre fin à une règle qui était les 60 votes pour les nominations, à l'exception de la Cour suprême. Et pour la presse, Mitch McConnell devient le visage de l'obstruction parlementaire. Après les élections sénatoriales américaines de 2014, les républicains vont redevenir majoritaires au Sénat et Mitch McConnell va réaliser son ambition de toujours et il va devenir le chef de la majorité au Sénat et il va remettre le Sénat au travail et grâce à lui, en fait, c'est lui qui va permettre à Donald Trump de pouvoir choisir les juges conservatrices et nommer un nombre important de juges dans les différentes cours. Donc on voit que tout de suite, il y a une opposition frontale par rapport à Barack Obama et du fait qu'il ait mis en place des actions sociales. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a dit tout à l'heure, et je vais tourner le tableau, que il ne faut pas oublier de notre point de vue, c'est qu'on étudie la loi du dimanche. Donc on a vu qu'on est quand on évoque Barack Obama, on est sur cette ligne, aux alentours, donc 2014, on a vu que c'était un point tournant. On a ici 1989, 2001, on a 2019 et 2021. Et aujourd'hui, nous, on se trouve à 2 pas de la loi du dimanche. Donc on a vu qu'ici, c'était une fractale, que la première période, c'était pour nous permettre d'accepter
la deuxième période pour nous permettre de mieux comprendre la date de 2014, mais il y a ici, c'est déjà le cheminement de la vraie loi du dimanche qui a commencé. D'accord? Et donc là, la loi du dimanche est en train de gonfler, elle est en train d'être agitée. Quand on regarde les actions qui sont menées par les différents présidents et les luttes des différents organes, on voit que, d'une part, on fait face à un pays qui est post-chrétien. Donc ça veut dire que la notion de religion n'est pas un souci pour eux. Ils vont pas... la dernière génération ne s'attache pas à une religion. Donc la religion n'est pas importante pour eux. Par contre, un point qui est quand même important que je vais vous montrer, parce qu'il y a des actions qui sont mises en place. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ce qui s'est mis en place. On va revenir un peu tous sur ces points-là. Donc ici, vous avez la composition du Sénat, du 111e Sénat des États-Unis en 2008. Je vous ai mis à la fois la composition du Sénat et à la fois la Chambre des représentants. Donc on a à la fois une lutte entre les démocrates et le Parti républicain. Donc là, quand on regarde, on a, quand Barack Obama arrive au pouvoir, ce sont les démocrates au niveau du Sénat et les démocrates au niveau du Congrès. C'est pour ça que Mitch McConnell, lui, s'estime qu'il n'a absolument rien à perdre, étant donné qu'ils ont le pouvoir, lui, il va mettre obstruction à tout ce qui est en train de se mettre en place. Ensuite, le 112e Sénat, de 2011 à 2013, on voit ici que... où est-ce que je vous l'ai mis? Les démocrates sont toujours au Sénat. Par contre, les républicains commencent à être supérieurs au niveau de la Chambre des représentants. Tout à l'heure, on a vu que le Sénat s'occupait, on va dire, ils sont au nombre de 100, mais que les représentants sont plus au contact du peuple. Donc ça veut dire que, concrètement, vous avez une action qui est beaucoup plus rapide au niveau des élections qui sont en plus tous les 2 ans, que les autres interviennent tous les 6 ans. Donc ça veut dire que les actions qui ont été mises tout de suite après l'élection de Barack Obama, elles se voient déjà sur le terrain avec des changements au niveau de la représentation de la Chambre des représentants. Ils mènent déjà des actions tout de suite pour faire en sorte que le Parti républicain puisse commencer à reprendre le contrôle. Et comme nous disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est parce qu'ils considèrent que toutes ces lois, elles sont anti-morales. Donc, quelque part, il faut redresser le pays. Ici, on voit que en 2013-2014, ici, entre 2013 et 2015, 2014 est au milieu, il y a un renversement. Les démocrates, eux, sont toujours au Sénat. Les républicains sont majoritaires, 233 du moins, contre 200 et 53 au niveau des démocrates. Au fur et à mesure que on va aller, de 2017 à 2019, on est passé sous Donald Trump, et là, il va y avoir une vague républicaine. Ils sont à la fois au niveau du parti des sénateurs, comme de la Chambre des représentants. Il va y avoir, de 2019 à 2021, je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir que on dit que les États-Unis, c'est un biparti, sauf que, vous voyez, il apparaît maintenant le parti libertarien. Même s'ils n'ont qu'une seule voix, on voit que derrière, il y a le parti libertarien, sous la période de présidence de Donald Trump, a commencé à réagir et a réussi à obtenir des voix au niveau de la Chambre des représentants. Donc, vous avez du changement qui se met en place au niveau de la Chambre des représentants et au niveau du Sénat. Et autre point, pour montrer que, du coup, malgré le fait que ça soit post-chrétien, que la droite va vraiment essayer de mettre en place des valeurs conservatrices, c'est que si la proportion des chrétiens recule dans le pays,
elle demeure identique au Congrès. Les évangéliques sont plus nombreux, de plus en plus nombreux, fruit d'une stratégie qui vise à investir les institutions afin de contrecarrer la sécularisation de la société. Parce que le Capitole, 90% des personnes qui siègent au Capitole sont chrétiennes. Donc, toutes celles qui vont être amenées à voter des lois ne vont pas ressembler à la population. Est-ce que vous voyez le problème qu'il y a aux États-Unis? D'accord? Vous avez les organes qui vont permettre de valider les lois et de les mettre en place ont été comment dirais-je, il y a eu comme une action contre les actions de Barack Obama, une contre-attaque, on va dire, et cette réaction a été de vouloir redresser le pays parce que le pays devenait immoral ou se sécularisait. Donc, ils ont conscience qu'il y a un pays qui est post-chrétien. Ils sont conscients que la majorité des personnes qui naissent sur le territoire sont... J'aime pas utiliser le terme race parce que derrière, pour moi, il n'y a qu'une seule race, mais c'est ce qui a été noté dans l'article, race ou ethnie différente, je dirais pas blanche. D'accord? Ensuite, on voit que la partie démocrate est plus instruite. Et les luttes qu'il va y avoir, on va y venir, elles vont se mettre en place, surtout pour réagir à ce que Barack Obama a mis en place, lui. Et donc, lui, de son côté, il a lutté pour remettre, pour l'avortement, il a lutté pour le mariage pour tous, il a lutté pour l'écologie, le climat. Et l'autre point, c'était les taxes. Alors, il y a eu l'avortement, le mariage pour tous, la santé. Sans compter que ce n'était pas une de ses luttes, mais c'était une de ses actions. Il a mis en place des juges femmes. Donc, quelles sont les priorités du président pendant cette période? Et c'est quoi la contre-attaque de partis républicains? C'est quoi leur lutte à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez passer le micro pour qu'on puisse... Parce que si on a conscience que 2014 est la loi du dimanche, et qu'à partir de là, elle enfle jusqu'à la vraie loi du dimanche, ça voudrait dire que si notre compréhension était que c'est encore sabbat versus dimanche, on devrait voir, à la fois dans les organes législatifs et dans les organes judiciaires, des actions pour mettre en place un jour d'adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Donc du coup, quelles sont leurs luttes? Ils luttent pour quoi? Oui, je pense qu'ils luttent pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs d'égalité. C'est plus de la discrimination et des choses de ce type. Parce qu'en fait, ils ne sont pas en train d'aller dans le sens d'Obama, qui est en train de mettre en place des choses qui semblent d'ailleurs toucher une population, je dirais, diverse, et qui arrange cette population-là. Donc eux, leur but, ça sera de contrer Obama par des actions... et pour empêcher au fait que ces choses ne se mettent en place. Ok. Donc, on voit que le sujet, il est plus sur une notion d'égalité. D'accord? La priorité de la politique à ce moment-là, elle est plus, en tout cas, de lutter pour ou contre la compréhension qu'on a de l'égalité. À aucun moment, on voit à partir de 2014 qu'il y a une lutte pour mettre en place un jour d'adoration.
tout en sachant que la loi du dimanche, 2014 a toutes les caractéristiques de la vraie loi du dimanche. Donc ça veut dire que, étant donné que c'est une fractale, elle ressemble. On ne peut pas tout comprendre, donc ça reste une ombre. Mais une ombre n'en demeure pas moins qu'elle représente la personne ou l'objet en question. Elle reflète exactement ce dont elle est l'image. Donc ça veut dire que, en gros, quand on lit les écrits d'Ellen White et qu'on voit qu'elle nous parle d'une alliance avec la papauté pour mettre un jour d'adoration, il faut qu'on arrive à actualiser notre, comment dirais-je, mettre ce texte dans le contexte actuel dans lequel on est aujourd'hui pour nous rendre compte que, on ne fait pas face à la même population ni aux mêmes situations. Que le texte, il faut le lire dans son contexte et qu'il faut l'appliquer à la période pour laquelle il a été écrit, c'est-à-dire 1888. Mais que nous ne pouvons pas prendre ce texte et attendre un jour d'adoration comme nous l'avions fait dans le passé, parce qu'on n'est pas du tout, les organes politiques et judiciaires ne luttent pas pour ce jour d'adoration. D'accord ? Alors, donc là, on va parler maintenant de la fracture qu'il y a eu quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire les divisions on peut parler, il y a différents points qu'on va aborder, mais quels sont les sujets si on parle de Barack Obama, qu'est-ce qui vous vient en tête comme ça quand on parle de lui? Sur quoi vous pouvez... quels sont les points qu'on peut aborder quand on parle de Barack Obama? Il a lutté pour quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son cheval de bataille? Sur Zoom, vous pouvez aussi participer et prendre la parole. Est-ce que pour vous, la question est claire? Si on doit parler de Donald Trump, le mariage gay et transgenre, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Je disais le mariage gay, les transgenres, je sais qu'il a vraiment milité pour une reconnaissance de leurs droits. De leurs droits ou... De leurs droits, le droit de se marier et par rapport au... Donald Trump, hein. Ah, t'as dit Obama? Je me suis trompée, pardon. Ah, c'est pour ça. Ouais, je suis désolée. Alors, reprends ta question, alors. Alors, désolée, j'ai pas été très claire. Donc là, on parle de Donald Trump, d'accord? On a fini avec l'ère Trump, l'ère Obama. On est à l'ère Trump maintenant, parce qu'on va voir les réactions à tout ce que Barack Obama a mis en place. Donc, quand vous pensez à Donald Trump, et tu peux rester sur le sujet des transgenres, vous pensez à quoi quand vous pensez Donald Trump? Est-ce que vous pensez il a lutté par rapport à la droite religieuse chrétienne de mettre le dimanche comme jour d'adoration? Non, les domaines d'action de Donald Trump, c'était vraiment au niveau du nationalisme, de l'immigration. Mm-hmm. C'était au niveau aussi des... Donc l'immigration. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est l'immigration. D'accord. Après, pour tout ce qui est transgenre, il était totalement opposé. D'accord. Et puis après, le reste, je laisse aux autres. Ok. Ok. Il a lutté contre l'environnement. C'est ça. Okay. Oui, il a lutté contre l'Obamacare. On verra. Donc lui. L'Obamacare. Contre l'OTAN, pourquoi? On verra. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du fait que quand on est arrivé sous l'ère de l'avortement, c'est Sarah, c'est ça?
Ok. Il a placé des juges conservateurs. Ok. Ok. Donc, quand on pense à Donald Trump, on pense à quelqu'un qui, avant même son arrivée au pouvoir, faisait apparaître a mis les personnes dans un clivage profond. D'accord ? Avant même qu'il arrive au pouvoir. Et il a divisé à la fois les républicains et à la fois les démocrates, plus qu'aucun autre chef l'a fait dans les trois dernières décennies. En moyenne, 86% des républicains avaient approuvé la façon dont Donald Trump s'acquittait de ses fonctions pendant le mandat. Mais les démocrates, il n'y en avait que 6% qui approuvaient ses actions. Donc on voit qu'il y a c'est quand même important de noter qu'à la loi du dimanche, il va y avoir un vrai clivage en fait, une vraie séparation. Parce que deux mondes, si je peux dire ça. Deux mondes, un qui va être en faveur de l'égalité et un en faveur de la liberté. Mais avant qu'on arrive à 2014, les deux camps arrivaient à s'entendre au moins sur des points communs. À la loi du dimanche, il n'y aura plus d'entente entre les deux parties. Le clivage a commencé parce qu'il y a eu un président noir qui a mis en place des actions pour l'égalité, une contre-attaque avec une réaction de la droite conservatrice qui fait qu'avec l'arrivée de Donald Trump, l'écart s'est encore plus généralisé. Et les républicains et les démocrates n'étaient pas seulement divisés sur la façon dont Trump gérait son poste, ils étaient aussi divisés sur plusieurs items. Et on va voir le premier item, c'est sur l'information. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'information ? Ou la guerre d'information, ou la pénurie d'information. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir le micro ? Abby. C'était le roi du tweet, quoi. Il s'en est beaucoup servi pour faire passer ses opinions qui n'étaient pas très, très vraies et pour aussi passer des fausses informations à tout va. Oui. Donc on voit que l'une des caractéristiques de ce qu'il a mis en place, c'était les fausses informations. Il a utilisé les plateformes. Pourquoi on parle de ça ? Parce que concrètement, ça fait partie de ce qu'on doit retenir dans les caractéristiques de la loi du dimanche. L'ancienne thèse, elle nous a donné, je crois que c'est le 1er janvier 2002, si on retourne sur 2022, pardon, si on retourne sur le site, on va trouver les caractéristiques de la loi du dimanche. Et on voit que, à la fois pour comment ça s'appelle, le Gamergate, l'outil des plateformes a été vraiment puissant. Donc on est rentré dans une ère d'information, ça veut dire que la loi du dimanche, elle ne va pas se mettre en place en silence. Il ne faut pas qu'on s'attende à un accord secret qui va bondir du jour au lendemain. Comme par exemple, du jour au lendemain, on va entendre parler d'un jour qui va se mettre en place, ce n'est pas possible. On est rentré dans la guerre d'information, ça veut dire que tout ce qui va se mettre en place, il n'y aura rien de caché. On va avoir les informations. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça aussi, ça doit nous aider dans la compréhension, dans la façon dont on lit les textes. Donc, on a dit les fausses informations. Donc on voit que ça a été vraiment banalisé pendant l'ère Trump. Les théories du complot aussi. Donc fausses informations, théorie du complot. Et tout à l'heure,
je vous disais que l'électorat ou la droite se vieillissait, mais surtout en termes d'accès à l'université ou dans les études supérieures, elle était plus importante, elle était moins significative du côté des républicains que du côté des démocrates. Et ça joue un rôle important dans la façon dont on va pouvoir analyser les informations, mais être, comment dirais-je, plus ouvert pour comprendre les événements et ce qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur Donald Trump? Qu'est-ce que vous retenez des actions? Qu'est-ce qu'il a fait? Il qualifiait les journalistes de fake news. Oui. Donc il a vraiment, il a comment dirais-je, il a privilégié les sources d'informations sur les réseaux sociaux au lieu de la source journalistique. Donc il a, même au sein de l'information, il a vraiment marqué une séparation et il les a polarisés, les montant l'un contre l'autre. Même en plein meeting, il les invectivait de fake news. Donc on a vraiment vu la bataille de l'information, quoi. Je suis d'accord. Donc, on voit qu'il y a eu une désinformation très importante et il a utilisé, comme tu disais, les journaux en disant que, alors, tous les médias les plus critiqués par Trump ont connu les plus fortes hausses de méfiance de la part du GOP au fil du temps. La part des républicains qui ont déclaré se méfier de CNN est passée de 33% dans une enquête en 2014 à 58% en 2019. À chaque fois que Donald Trump voyait une information, il n'avait pas peur de dire « fake news ». D'accord? Ça, pour quelqu'un qui n'a pas, comment dirais-je, qui va croire automatiquement ce que le président va dire, ou qui ne va pas faire la différence, qui va utiliser la mauvaise source d'information, qui va boire, par exemple, à Fox News ou autre chose, va accepter que c'est une fausse information sans vérifier, sans vérification. Et donc, du coup, ça va devenir, il va y avoir un vrai clivage. Et le clivage, il faut qu'on comprenne que c'est vraiment une caractéristique de la loi du dimanche, le point de non-retour entre les partis. Et on va sur le côté extrême d'une polarisation, mais à l'extrême des deux partis. C'est-à-dire que les tendances, les pensées, et ça on peut le voir dans d'autres pays, hormis les États-Unis, que le fait d'aller vers des tendances de plus en plus extrêmes, par exemple à droite, ça se normalise, ça devient une norme. Donc, il y a eu la presse, il y a aussi la remise en question de la légitimité des institutions démocratiques. Le fait que Donald Trump ait, en janvier, parlé ouvertement, demandé d'aller au Capitole, qui représente le bastion de la démocratie, est un symbole fort. C'est-à-dire qu'il y a la notion de démocratie, respect des valeurs démocratiques, va disparaître au fur et à mesure. Quand on approche la loi du dimanche, on voit que la notion de démocratie va être complètement renversée. Un autre aspect, la remise en question de l'inégalité raciale. Il y a eu énormément de tensions raciales sous Donald Trump. Mais en même temps, à la fois le Parti démocrate, quand on interroge le Parti démocrate et quand on interroge le Parti républicain, ils n'ont pas du tout la même vision des mêmes événements. Pour certains, ça va être quelque chose de totalement normal. Pour d'autres, ils vont le vivre comme une vraie injustice. Donc, il y a, et c'est notamment la mort de George Floyd en particulier qui a fait remonter la question raciale à la surface, comme peu d'événements l'ont fait dans le passé. Les républicains blancs en particulier rejettent cette idée d'un racisme structurel généralisé aux États-Unis. Et eux considèrent que l'accent est trop mis sur la race. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Une guerre culturelle. D'accord? Donc, la notion de culture intervient au niveau de la loi du dimanche. On n'est plus
c'est pour ça qu'on vient, en disant on n'est plus dans cette relation Église-État, le profil républicain a changé, leur lutte aussi, et la notion de culture devient importante. La crise économique, la santé publique, on a vu, Donald Trump, sa réaction pendant la pandémie. Donc tout ça, ce sont des points sur lesquels Donald Trump a lutté. Mais pas que. Je vais lire avec vous 4 exemples de choses, d'actions, qui ont montré que Trump a voulu réduire le droit des LGBT depuis son mandat. Est-ce que vous vous rappelez qu'il a voulu la fin de la reconnaissance officielle des personnes transgenres? Non, ça vous parle ou pas? Il a demandé à ce qu'elles pourraient ne plus être reconnues officiellement aux États-Unis. Et le 21 octobre, je crois que c'est de l'année, je vais essayer de vous dire ça, 2018, il a émis plusieurs mesures à l'encontre des droits des personnes homosexuelles et transgenres. En pleine campagne, il brandissait un drapeau arc-en-ciel, symbole de la défense des droits LGBT, lors d'un meeting du Colorado. Et il disait notamment, lorsqu'il était en campagne, « Merci à la campagne LGBT, je vais me battre pour vous, pendant qu'Hillary fera venir de plus en plus de gens qui menacent vos droits et vos convictions. » Et quelques mois plus tard, la communauté LGBT ne lui a pas dit merci, puisqu'au contraire, il a lutté contre les personnes, contre les LGBTQ, toute la partie des LGBTQ. Donc, il a fait en sorte que le ministère de la Santé puisse définir le genre comme étant lié aux organes sexuels à la naissance. On a vu avec Mélissa dernièrement la différence et on a étudié comment on devait voir justement cette notion de transgenre. Et lui a fait un lien direct, a voulu faire un lien direct entre l'organe biologique. Il a dit que le genre deviendrait immuable et biologique. Donc on voit que la première chose, les choses sur lesquelles il va lutter, c'est contre les droits des LGBT. Il va indiquer que le sexe indiqué sur le certificat de naissance d'origine d'un individu doit constituer la preuve définitive du sexe d'une personne, à moins qu'il ait été affirmé par des preuves génétiques fiables. Donc, on voit bien que les actions qu'il veut mettre en place ne sont pas pour les transgenres. D'ailleurs, à ce sujet, il y avait eu plusieurs campagnes, notamment sur Twitter, sur Trans Rights are Human Rights. Je vais juste vous montrer pour que vous puissiez voir leur... C'était des panneaux de ce type qui circulaient sur Twitter. Il y a eu énormément d'actions menées pour qu'on puisse reconnaître les droits des personnes trans. Ah oui, les droits des personnes trans sont des droits humains. D'accord ? Il a suspendu les visas pour les couples homosexuels des diplomates non mariés. Donc, il a annoncé que les conjoints de diplomates ne pourront plus obtenir de visa sans être mariés. Donc ça aussi, ça a été une de ses actions pour permettre... Alors, je vais tout vous lire comme ça va être plus clair pour tout le monde. Depuis l'ex-secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton, de 2009 à 2013, les États-Unis accordaient des visas aux conjoints de diplomates de même sexe sans qu'il y ait nécessité de mariage. Seuls les couples hétérosexuels devaient être mariés pour l'obtenir. Et sur son site internet de département d'État, il a affirmé que ce changement était effectif et immédiat. Donc les couples résidant déjà aux États-Unis avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour se marier. Dans le cas contraire, ils devaient quitter le pays sous 30 jours. Donc on voit qu'il n'est pas en faveur de... Ce ne sont pas des actions pacifistes qu'il essaye de mettre en place. On voit que derrière tous les mouvements qu'il met, ce n'est pas dans un but d'établir la liberté et la paix comme le permettait la Constitution. Il a abrogé une circulaire fédérale permettant aux transgenres d'utiliser les toilettes de leur choix.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, en 2016, lors de son deuxième mandat, Barack Obama avait mis en place une circulaire qui permettait à tous les élèves d'utiliser des toilettes en fonction du sexe auquel ils s'identifiaient et non en fonction de leur sexe de naissance. Eh bien, les établissements qui ne s'y soumettaient pas risquaient de perdre leur subvention fédérale. Eh bien, au début, lui, il a fait en sorte que ça puisse être abrogé. Ensuite, il a supprimé les informations pour les femmes lesbiennes et bisexuelles sur un site gouvernemental. Donc, cette fois-ci, c'était plus discret, cette action. La suppression d'informations médicales concernant les lesbiennes et bisexuelles sur le site du gouvernement consacré à la santé des femmes. Donc, en mai 2017, peu après l'investiture de Donald Trump, la page dédiée aux droits des personnes LGBT va disparaître du site de la Maison-Blanche. Donc, on voit que tout de suite, après qu'il ait été mis en place, son action, elle est contre le droit des personnes, contre l'égalité. D'accord ? Donc, ça a été une de ses actions, parmi toutes les choses qu'il a mis en place. On voit ça. Je vais essayer d'aborder un autre aspect avec vous. C'est que tout de suite, le bilan de Donald Trump par rapport à la question des droits de femmes, on a vu que tout de suite, dès le 21 janvier 2017, il y a eu des mouvements de contestation contre sa nomination. Pourquoi ? Parce que dès le début, il alimentait dans ses débats publics des propos misogynes. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Son mandat n'a été qu'un long supplice pour des questions sociales, particulièrement l'égalité homme-femme. Là, je suis sur un article qui en parle. Du choix de son vice-président jusqu'à la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Et tout cela, ça a été des actions qui ont été contre l'égalité. Donc, Mike Pence avait déjà limité l'avortement dans l'État d'Indiana. Donc là, aujourd'hui, on voit, ça ne s'est pas fait sous le mandat de Donald Trump, mais grâce aux juges conservateurs qui l'avaient permis de le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus la loi, l'arrêt Roe versus Wade a été abrogé. Et donc voilà. Donc, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur le fait que aujourd'hui, si on étudie le sujet de l'égalité des genres, qu'on sait que nous disons que ce sera le sujet de la loi du dimanche, d'accord ? Ce n'est pas parce que c'est sorti d'un chapeau. C'est non seulement arrivé avec notre méthodologie, mais c'est aussi les événements externes que nous étudions aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir affirmer que la loi du dimanche est sur le sujet de l'égalité des genres. Parce que ce qui se met en place depuis 2014 ne concerne que le sujet de l'égalité des genres. D'accord ? Même quand on reprend les textes, les textes bibliques ou les textes d'Ellen White, nous devons comprendre que ces textes, nous devons les mettre dans notre dispensation. Nous ne devons pas en faire une application en sortant le texte du contexte, mais nous devons le mettre dans la dispensation pour que nous puissions avoir une bonne lecture. Donc, alors, attendez. Il te reste à peine 10 minutes. Donc, je vais revenir sur deux points, je pense qui sont importants à voir. Tout à l'heure, avec Jean-Marie, on a abordé certains acteurs qui ont mis en place des actions pour que les valeurs conservatrices soient prônées au sein du pays. Je vous ai montré tout à l'heure le fait que le Congrès était majoritairement chrétien, mais qui n'était pas à l'image du pays qui devient post-chrétien. Et parmi donc les actions, quand on dit comme quoi la loi du dimanche n'est plus Église-État, mais culture-État, Église-État,
mais culture-État, c'est parce qu'aujourd'hui, on prend conscience que la notion d'Église, bien sûr, elle existe. Cette notion de religion est encore très importante aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Il faut prendre en considération les autres acteurs et tout ce qui a été mis en place depuis 2014. Et parmi tout ce que je voudrais aborder avec vous, c'est que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait le mouvement des Freedom Workers, qui a tout de suite été en réaction contre les taxes, mais ça n'a pas été uniquement les Freedom Workers. Si je vous parle du Tea Party, est-ce que cela vous dit quelque chose? Oui? Qui c'est qui... Est-ce que pour tout le monde ça parle, le Tea Party? Alors, quand on parle du Tea Party, en général, on fait référence à la Boston Tea Party. OK? Et c'est un mouvement de colons américains qui a lutté contre la couronne britannique en 1773. Et cette référence, elle est un élément révélateur, fondateur d'une révolution qu'il y a eu aux États-Unis. Et c'était une révolte fiscale. Donc on voit cette notion de fiscalité, elle intervient beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, le Tea Party fait place à des éléments anti-fiscaux. Donc, c'est un mouvement qui a été créé tout de suite après que Barack Obama ait lancé l'Obamacare et qu'il ait mis en place des taxes pour relever le pays qui était en récession. Donc, le mouvement est né en 2009 dans un plan dans le sillage du plan de relance d'un montant de 800 milliards de dollars. Vous vous rappelez quand je vous disais que ça avait été la somme la plus importante qui avait été adoptée par n'importe quelle administration, et là, elle a été adoptée par l'administration de Barack Obama pour aider l'économie et la finance américaine. Et elle va s'appuyer sur des travaux d'un théoricien qui est ultra-libéral, qui s'appelle Hayek. Mais derrière, il n'y a aucune innovation idéologique. Comme toutes les personnes qui critiquaient le New Deal dans les années 30, eh bien là, il s'agit d'un mouvement ultra-conservateur. Ils vont dénoncer un État qui est trop gros, qui suce le sang de ses citoyens et qui empêche l'économie de libre marché de résoudre les problèmes. Et ils vont reprendre une fameuse phrase de Ronald Reagan en 1981 qui dit « Dans la crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est notre problème. » Donc, le Tea Party, d'un point de vue sociologique, c'est un mouvement presque exclusivement blanc, ça a été un mouvement, puisqu'aujourd'hui le Tea Party n'existe plus, à dominante masculine, de classe moyenne, avec une partie de la classe supérieure, c'est-à-dire des médecins, des avocats, des gens qui sont à l'aise. Et dans le même temps, il y a une dimension raciste. Ils s'opposent aux impôts, ils dénoncent l'État au service des autres, et celui qui servirait la welfare queen, c'est-à-dire la reine des allocs. Et quand ils disent ça, ils font référence à la mère noire célibataire qui vit des prestations sociales grâce à ses nombreux enfants. Donc, pour ses membres, Barack Obama, c'était une obsession. Il le critiquait avec violence, une violence inédite, rarement atteinte dans le passé, et pour eux, il était illégitime à la Maison-Blanche. Tout cela était teinté d'une dimension émotionnelle qui résistait à l'argumentation et au débat politique qui était rationnel. Et quand on demandait aux membres du Tea Party s'ils sont racistes, ils répondaient bien sûr que non, mais la manière dont ils voyaient tout ce qu'ils mettaient en place était en réaction à la couleur de peau de Barack Obama. Ils refusaient de prendre en considération les évolutions démographiques. Quand on dit comme quoi le pays a changé, qu'aujourd'hui il y a les personnes qui naissent sont viennent plus d'autres nationalités à la base que celles des Américains, ils n'en tenaient pas compte. Par contre, ils ont refusé la loi sur l'immigration qui avait été proposée par Barack Obama, et ils vont défendre une vieille... et en même temps, ils vont le condamner. Et en fait, le Tea Party va agir vraiment comme un facteur. Ils vont vraiment bloquer à la fois, ils vont s'introduire dans le parti républicain,
ils vont infiltrer le Parti républicain parce qu'ils pensent que le Parti républicain n'est pas suffisamment actif, en fait, dans ses revendications. Et ils vont vraiment être à l'origine du fait que le président Donald Trump va pouvoir être mis en place. Donc, il y a beaucoup à dire sur le Tea Party. Je ne sais pas comment dirais-je, faire un résumé, en fait, de tout ce qu'il y a à dire par rapport au Tea Party, parce qu'il y a énormément d'actions qu'ils ont mis en place, notamment en 2016, quand ils sont intervenus lors des élections mi-mandat. En fait, il y a énormément, pas en 2016, mais ils sont intervenus dans les élections mi-mandat. Et donc, le Tea Party aujourd'hui est un parti qui n'existe plus, mais retenez le fait que, premièrement, il a été mis en place par plusieurs républicains et aussi par des libertaires comme Rand Paul, qui déploraient les dépenses budgétaires que le gouvernement mettait en place. Et ensuite, il soulignait l'importance du budget que le gouvernement voulait investir dans l'armée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au Tea Party? Donc aujourd'hui, il n'existe plus. On peut dire qu'il n'existe plus réellement depuis 2018, parce qu'en fait, les revendications qu'ils avaient n'ont pas pu. Ils ont estimé que Donald Trump n'a pas répondu aux promesses auxquelles ils s'attendaient. Donc, le parti est mort par lui-même. Donc, il y a donc le Tea Party qui est vraiment important, qu'il faudrait qu'on reprenne le temps d'aborder avec plus de profondeur. Et l'autre élément que je voulais aborder du coup avec vous, c'est le Make America Great Again. Est-ce que vous vous rappelez du mouvement MAGA? Ça vous parle? Quand je vais mettre à l'écran Make America Great Again. Oups, à chaque fois je change. OK. Donc, le mouvement MAGA est un mouvement qui est arrivé aux États-Unis durant la campagne présidentielle de 2016. Et son leader naturel, c'est Donald Trump. Ça a été son slogan de campagne, Make America Great Again, et c'est devenu le cri de ralliement pour plusieurs de ses partisans. En fait, quand ce mouvement MAGA a été mis en place, parce ils ont eu la conviction que les États-Unis étaient un pays plus grand autrefois et qu'ils avaient perdu ce statut en raison de l'influence étrangère. Alors, moi, je ne suis pas rentrée dans le détail de tout ce qu'on reprochait à Barack Obama, mais on lui a reproché notamment d'avoir diminué l'influence des États-Unis en dehors de ses frontières. Et donc, le mouvement MAGA voulait donc redonner la grandeur en dehors et à l'intérieur des frontières, et donc vont lutter contre l'immigration et le multiculturalisme. Et à l'extérieur, ils vont lutter contre la mondialisation ou l'intégration accrue de plusieurs économies nationales. Les membres de MAGA vont penser que, en fait, il faut mettre l'Amérique d'abord. Que ça permettrait il faut d'abord penser à son protectionnisme économique et qu'il faut réduire l'immigration, et en particulier en provenance des pays en développement. Est-ce que vous vous rappelez que pendant une période, ça a été en 2015, il y avait certaines pensées politiques qui avaient été proposées par Donald Trump d'interdire l'entrée complète des musulmans aux États-Unis. Vous vous rappelez de ça? Eh bien alors cette idée politique était soutenue par le mouvement MAGA. Donc ça implique une notion discriminatoire ou raciale et religieuse qui était flagrante. Donc, outre ces pensées politiques, le mouvement MAGA était connu pour son caractère combatif et qui illustrait vraiment l'extrême partisanerie de la politique américaine. Il était aussi connu pour entretenir des relations avec
des médias d'information à grand public, aussi avec de la droite, l'extrême droite. Et on a vu que la variante de l'expression « Make America Great Again » a été popularisée pour la première fois par Ronald Reagan, quand il a dit en 1980 qu'il fallait rendre à l'Amérique sa grandeur d'autrefois. Et c'est pour ça que Donald Trump avait repris le slogan de Ronald Reagan. Ronald Reagan, nous le plaçons ici. D'accord? Donc au début de la ligne. Et donc du coup, ce que l'on voit, c'est que le mouvement MAGA va prendre son ampleur, Make America Great Again, là, mais qu'il était déjà existant au départ de la ligne. Ce qui veut dire qu'on se focalise sur 2014. On sait que 2014 a été le début de la loi du dimanche, mais rappelons-nous qu'en regardant réellement, même si nous ne comprenons pas tous les éléments par rapport au développement de la loi du dimanche, nous savons que depuis 1989, la graine est présente et qu'elle grandit, le message grandit, il évolue et il nous permet, au fur et à mesure que nous arrivons, de mieux comprendre. Si je prends cette image de la graine, c'est pour montrer qu'en fur et à mesure, tout le message est déjà présent depuis le début au temps de la fin. Mais qu'au fur et à mesure que ça grandit, on en voit des couleurs ou des feuilles différentes qui nous permettent de bien comprendre. L'essence même de tout ce que nous devons trouver se trouve au début de la ligne. C'est-à-dire que quand on parle de l'agitation, elle est vraiment repérable. À partir de 2014, c'est le début, mais depuis ce que Dieu a mis en place depuis le début de la ligne du temps de la fin, a commencé dès le temps de la fin. Alors, pourquoi et je vais reprendre tous les éléments qu'on a vus. Le but de notre journée était de montrer que 2014 est une loi du dimanche. Nous devons avoir foi que 2014 est une loi du dimanche parce que Dieu a opéré dans un premier temps pour nous aider à accepter 2014 comme un fait et nous aider à accepter le contenu dans un deuxième temps. Ensuite, nous nous focalisons sur 2014 parce que nous savons qu'à partir de 2014, des acteurs ont commencé à se mettre en place pour mettre réellement la loi du dimanche en application. 2014 n'est pas Daniel 11:41. Daniel 11:41, c'est la vraie loi du dimanche. Par contre, en regardant à 2014, nous voyons toutes les caractéristiques que nous verrons à la vraie loi du dimanche. D'accord ? Autre chose que je voulais apporter comme élément, non seulement les acteurs se mettent en place, alors je vais reprendre mon résumé. Ok. Oui. Ce que nous voyons aussi, c'est une polarisation entre les deux partis, avec une action bien précise de la droite conservatrice chrétienne qui ne représente pas le pays, mais qui va être à la tête des deux fondements qui ont été à la base des États-Unis, c'est-à-dire, comme Ellen White nous le dit, de regarder à la voie judiciaire et à la voie législative. Mais en faisant notre étude aujourd'hui, nous avons vu que nous devons aussi regarder à l'exécutif. Parce que l'exécutif joue un rôle majeur à la fois dans la mise en place de lois et dans le fait de mettre en application ces lois. Donc, voici l'objectif du jour. Il y aura sûrement à revenir sur ces aspects. J'espère avoir été, en tout cas, la plus claire possible sur le fait que 2014 est vraiment un point de départ par rapport à la loi du dimanche et que surtout, nous ne pouvons pas lire les textes comme nous les lisions
auparavant pour pouvoir en faire et nous attendre à une loi du dimanche comme nous le comprenions avant, sabbat versus dimanche. Donc je voulais vous inviter à vous mettre à genoux avec moi, pour ceux qui le peuvent, et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée de sabbat que tu nous as permis, qui nous a richement bénis dans le fait que tu nous permets d'avoir une compréhension plus claire sur l'accomplissement de Daniel 11, verset 41. Depuis le début, tu as été avec nous, tu chemines avec nous pour nous permettre de comprendre et d'apprendre aussi de nos erreurs, de nos fausses compréhensions. Tu nous accompagnes et tu nous guides. Tu nous conduis sur ce chemin ce chemin éclairé par le cri de minuit, mais aussi sur le fait que 2014 est aussi important parce que dès de là, tu commences à nous montrer à quoi ressemble cette loi du dimanche et comment nous devons être prêts. Cette polarisation, cette façon de penser, tu veux nous permettre de choisir la bonne voie. Alors nous te demandons de nous aider avec sagesse à comprendre tous ces messages et à comprendre tout l'impact que cela a et comment nous devons vivre en fonction de ce message. Que tu puisses bénir chacun de nous, à la fois sur la plateforme et à la fois qui sont présents, et que tu puisses nous renvoyer, nous qui sommes déplacés chez nous, dans nos demeures respectives, sans accident, sans danger. Que tu puisses être avec tout ton peuple qui entendra ce message, afin que ça soit plus clair pour chacun de nous et que tu puisses continuer à nous bénir. Au nom de Jésus, Amen.